va pas mal et méfions-nous parfois de certains mots qu'on utilise, notamment quand on parle d'une Bruxelles en guerre. La guerre, lui, l'a connue réellement. Il s'appelle David Benaïm, il a été correspondant pour LN24, il a été capturé, otage, pendant 3 semaines du côté du Nigeria, où il partait simplement à la découverte de communautés juives sur place. Il est ce soir l'invité du consulat. Bonsoir David. Bonsoir Thibault. On vous connaît forcément sur cette chaîne. Combien d'émissions, notamment sur l'Amérique et le reste. On va replonger dans les archives d'LN24 parce que vous êtes un visage drôlement familier. On connaît aussi votre histoire. Le monde entier connaît l'histoire de votre captivité qui fait désormais l'objet d'un livre. Et puis il y a peut-être les volets plus intimes de votre histoire qu'on découvre dès le début du livre. Je voudrais qu'on s'arrête sur quelques-unes de ces étapes. Mon mari est mort dans un accident de voiture. Je suis veuf aussi. Je vis à Tel Aviv. Je m'y suis installé pour soigner mes 2 cancers. Quand on est porteur du VIH, autant faire attention à sa santé. J'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans, une opération chirurgicale qui a mal tourné. Est-ce que toutes ces étapes préalables de votre vie ont fait que votre captivité a été différente? Elle a été très différente parce que j'avais déjà vécu tellement de moments qui paraissent insurmontables pour la plupart des gens qu'au moment où je me retrouve dans cette cage-là au Nigeria, je me dis encore... C'est-à-dire, c'est quand même, je les ai cumulés. Et pourtant, je sais que je vais quand même m'en sortir parce que je m'en suis toujours sorti. C'était une de plus, quoi. Ouais, une bataille de plus, en fait. C'était la plus étonnante parce que la plus inattendue, encore plus de... Non, c'est pas vrai. Pas la plus inattendue parce que les deuils, la maladie, c'est toujours très inattendu. Mais je sais pas. Celle-là, elle était encore plus choquante parce que dans un pays étranger, dans un moment que j'ai préparé un voyage où je suis producteur, etc. Donc oui, là, je m'y attendais pas à ce genre d'incidents supplémentaires dans ma vie. Et pourtant, comme je continue de les additionner et qu'au final, ça forge mon identité, je me dis, bon, allez, envoie-moi encore un challenge, je vais le prendre. T'inquiète, je vais le surmonter. On vous accompagne dans ce livre tout au long de cette captivité et on passe par toutes les émotions, tous les sentiments. On en a retenu 3 ce soir. La culpabilité, la colère aussi à un moment donné, et puis la foi, parce que la foi joue évidemment un rôle important. D'abord, je voudrais qu'on démarre par la culpabilité. Vous êtes le producteur, vous avez préparé ce voyage, vous accompagnez 2 autres personnes dans ce tournage. Vous voulez simplement mettre en lumière ce que vous appelez les tribus perdues d'Israël, c'est-à-dire ces juifs en Afrique. On croyait qu'il n'y avait plus de juifs en Afrique, il y en a, notamment au Nigeria, dans la communauté des Igbo. Vous vous sentez coupable à un moment donné d'avoir, je ne vais pas dire mal préparé ce voyage, mais qu'il y ait quelque part des trous dans la raquette? De ne pas m'être battu suffisamment pour que mon aspect journalistique soit vraiment respecté par l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui me suivra pendant toute la captivité. Oui, il y a pas de culpabilité, de la naïveté, en fait, de partir dans un pays qui est en plein essor d'indépendance dans le sud du pays et de ne pas me rendre compte à quel point ça peut vraiment nous coûter. Vous êtes tellement obnubilé par votre sujet que vous avez quelque part oublié le reste du pays. Oui, complètement. Et de ne pas avoir suivi l'actualité. 3 jours avant notre arrivée, le leader indépendantiste se fait arrêter au Kenya, extradé au Nigeria. Et nous, on arrive au milieu de cette histoire géopolitique et on ne s'en rend pas compte du tout. Ouais. Et on est persuadé que vous êtes là pour fomenter un coup d'État ou presque. Alors, petit moment de pédagogie parce que vous emmenez avec vous un exemplaire très précieux. C'est ce qu'on appelle une Sefer Torah. On va voir l'image. Pourquoi c'est si spécial et pourquoi est-ce que ça devient un objet quelque part presque de culpabilité déjà sur place? Les rouleaux de la Torah, c'est ce qu'on lit toutes les semaines dans la religion juive. C'est toute l'histoire du peuple juif, les 5 livres de la Torah, les 5 livres de l'Ancien Testament, en fait, tout simplement, qui sont écrits manuscrits. C'est très, très dur, ça coûte très cher. Ça prend 1 année quasiment à écrire. Les Igbo au Nigeria, ils en ont très, très peu d'exemplaires, quelques-uns, et nous, on va pour leur en offrir un. On se documente en direct sur les réseaux sociaux, et notre arrivée, justement parce qu'on l'a documenté sur les réseaux sociaux, elle est récupérée par les mouvements indépendantistes qui voient là une sorte de prophétie. Notre arrivée va permettre au sud du Nigeria de se libérer et c'est là qu'on rentre dans des méandres et que les services secrets pensent vraiment avoir décroché des gros poissons. Il y a un autre sentiment qu'on découvre au fil des pages, c'est de temps en temps la colère. Il y a évidemment la rage qui vous habite de surmonter cette épreuve, mais aussi un peu de colère. Parfois contre votre chaîne pour laquelle vous travaillez et qui vous abandonne parfois en rase campagne.
campagne, et puis aussi contre les réseaux sociaux en général. Parce qu'effectivement, dès que vous arrivez sur place, ce documentaire fait l'objet de vidéos en temps réel sur les réseaux sociaux, et vous avez l'impression que ça vous a mis en danger. Oui, il faut toujours avoir une grande prudence quand on est journaliste de ne jamais documenter en direct, en temps réel, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire, parce qu'en effet, comme notre histoire le prouve, ça peut être récupéré. Et c'est vrai qu'au moment de notre arrestation, justement parce que ces réseaux sociaux nous coûtent notre arrestation, moi je veux absolument calmer le monde extérieur et faire en sorte que notre histoire ne devienne pas une histoire médiatique tout de suite. Je sais que ce sont des cartouches qu'il faut garder, qu'il y a le temps médiatique qui va venir. En plus, on est en plein été, c'est encore le moment où tout le monde a basculé dans le Covid, on est à l'été 2021, et vous mettez le pied sur le frein en disant c'est pas le moment de médiatiser tout ça. On vient à peine d'être arrêté, le monde s'en fout, on est en pleine Coupe du Monde et Jeux Olympiques décalés. Les seuls gens qui sont dans les studios ou les rédactions, c'est le stagiaire de 3e, donc je pense que vraiment, il faut vraiment pas du tout médiatiser à ce moment-là. Et j'ai raison de le faire parce que c'est une cartouche qu'il faut garder. Moi, j'ai été porte-parole pour un ami à moi qui était en prison pendant 4 ans en Turquie à l'époque, et je sais que la cartouche médiatique est essentielle. Nous, c'était pas ce moment-là. Et il y a aussi, pardon de le dire, jusqu'au moment de votre libération, une forme d'inquiétude, parce que votre libération, elle est médiatisée avant même que vous soyez sorti du pays ou arrivé. Et vous vous dites, j'espère que ça va pas tout faire foirer. Oui, parce qu'il y a une grande fierté du point de vue du Nigeria et de se dire qu'ils ont réussi à finalement rendre ces 3 innocents au monde extérieur, mais qui vont pas commencer à en faire tout un tintouin, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de contenir ça, parce que eux veulent garder cette fierté de se dire bon, il s'est rien passé en fait. Laissons la colère de côté. Il y a un mot qui nous intéresse aussi ce soir, c'est évidemment la foi qui est intimement liée à votre travail de journaliste, puisque c'est aussi pour ça que vous allez sur place. Mais la foi, vous l'avez y compris avec une révélation au cœur de cette captivité, de cette détention. Vous avez la révélation que vous voulez devenir papa. Votre fils s'appelle aujourd'hui Idan Shalom, ça veut dire littéralement génération, une ère de paix. Ça s'est passé comment ça? Parce que l'histoire semble complètement folle. Vous êtes à un moment de votre vie où, quelque part, il n'y a rien qui justifie de se projeter là-dedans. Elle arrive comment, cette révélation? J'ai eu 2 cancers, je suis en pleine rémission, il n'y a pas de souci. Et on sait que quand on est sous des soins de chimiothérapie, le compte de spermatozoïdes disparaît complètement. Et j'ai toujours voulu être papa, sauf que père célibataire, puisque j'avais perdu mon mari, c'était plus compliqué. Je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir le devenir. Et pendant ma captivité, le 17 juillet, j'apprends que la Knesset, l'Assemblée nationale en Israël, vient de voter la GPA, la gestation pour autrui, pour les pères célibataires et les couples homosexuels. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible, il y a des signes qui trompent pas. La première chose que je fais en sortant de prison, donc quelques semaines après ça, c'est de commencer ma démarche de GPA, de gestation pour autrui. Et mon fils est né pile poil exactement le 16 juillet, 2 ans plus tard. Et vous dites que vous êtes prêt aujourd'hui à la raconter un jour, cette histoire, notamment qui fera peut-être l'objet d'un film. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Juste parce que le Nigeria, c'est évidemment une terrible épreuve. Ouais. Mais vous évoquez, au travers de quelques pages, aussi votre vie à Bruxelles. On a l'impression que Bruxelles, ça a presque été pire pour vous que le Nigeria, que ça correspond à un moment de votre vie. Je dirais pas. Compliqué, en tout cas. C'était des étapes compliquées. C'était une période difficile. C'est l'étape, c'est le moment où je suis devenu séropositif. Il y avait des périodes addictives aussi. Donc, et à la fois, c'était une période géniale de travail. C'est là que j'ai rencontré beaucoup d'amis qui le sont encore aujourd'hui. Donc vous n'en voulez pas aux Belges? Non, pas du tout. Mais ça fait partie des étapes et des moments de vie que je partage. Mais à chaque fois, j'essaye de faire comprendre et de transmettre qu'il y a toujours une étincelle de lumière qui me permet d'avancer et de grandir. Et c'est aussi un livre et un message de résilience. Alors, à propos de cette étincelle de lumière, on a une dernière question qui va vous être posée par Gilbert Bécaud en personne. Ça tient en un refrain. Et maintenant, que vais-je faire? C'est quoi la suite pour vous, David? La suite que vous allez donner à ce livre? D'abord, j'aimerais bien que le maximum de gens puissent la lire. Il y a des producteurs qui s'intéressent en effet pour le transformer en série ou en film. Moi, j'ai envie de pérennité et de pérenniser un peu mon travail. Donc, continuer à faire du documentaire, continuer d'écrire des bouquins. Je suis en plein reportage, en livre documentaire sur mon passage aux États-Unis, 23 ans de travail sur la politique américaine. Donc, c'est le
le prochain ouvrage. Et puis également essayer de faire tomber un nombre de tabous sur le VIH, l'homosexualité, sur la parentalité seule, la gestation pour autrui. Je pense qu'à un moment donné, il faut enlever tous ces tabous, essayer d'avancer et voir que c'est la vie qui est au cœur de tout ça. Captif, souviens-toi de ton futur, parce qu'évidemment, chaque étape de votre passé est déjà un bout de votre futur. Merci David d'être passé nous voir. C'est à découvrir dans toutes les librairies. Il est l'heure de lancer la remise des diplômes.